Le chien ne bougeait pas. Les genoux de Léo heurtèrent le gravier alors qu'il s'effondrait à côté du petit corps, le sang tachant la terre poussiéreuse sous lui. Une patte était tordue de manière anormale, l'autre toujours entravée par un fil de fer rouillé. « Allez, petit, reste avec moi !» murmura-t-il en pressant ses mains contre la poitrine du chiot. Les voitures passaient à toute vitesse, indifférentes, et dans ce silence assourdissant, quelque chose en lui vola en éclats. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Léo Dubois avait de la poussière sur ses bottes, le soleil dans les yeux et des rêves dont il ne parlait jamais. À tout juste 20 ans, il enchaînait les longues journées sur la départementale 940 à couler du béton sous le ciel brûlant de la Creuse. Sa mère, Nathalie, faisait des ménages pour payer le loyer de leur petite maison à la sortie du village. La vie n'était pas cruelle, mais elle était indifférente. Il aimait les animaux, depuis toujours. Peut-être parce qu'il ne posait jamais de questions, ne jugeait jamais. Peut-être parce que, comme lui, il voulait simplement qu'on les voie. Il avait un jour rêvé de devenir vétérinaire. Mais les rêves coûtent de l'argent et du temps. Et ce genre de chance que Léo ne semblait jamais avoir. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait. Une lueur de fourrure sur le bas-côté. Une forme trop immobile. Il freina sans réfléchir. Ceci est une histoire de pitié, d'instinct et d'un lien que personne n'avait vu venir. Mais ce matin-là, autre chose attendait dans la poussière. Léo se réveillait chaque jour avant le soleil. Le sol de la maison était toujours froid, et l'odeur du café de sa mère précédait toujours le bruit de ses pas. « N'oublie pas ta gourde », lui rappela Nathalie ce matin-là, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Non, maman », dit-il, en jetant son sac à dos usé sur une épaule. Leur maison se trouvait à la lisière du village, là où le chemin de terre rejoignait la départementale. Peu de choses changeaient jamais là-bas, à part les prix à la station-service et le silence entre des gens qui avaient trop peu à se dire. Sur le chantier, les autres ouvriers riaient, juraient et pestaient contre la chaleur. Léo, lui, restait surtout silencieux, concentré. Pas par timidité, juste par habitude. Quand Franck Lambert, le chef de chantier, aboyait des ordres, Léo écoutait vite et parlait peu. Cet après-midi-là, un chien errant s'approcha du chantier. Galeux, boiteux. Léo s'agenouilla, lui offrant une croûte de son sandwich. Le chien tressaillit et s'enfuit. Franck le vit et ricana. Ça sert à rien de nourrir une maladie sur pattes, Dubois. Ils reviennent toujours en vouloir plus. Léo ne répondit pas. Mais plus tard, il laissa la croûte près d'un rocher, le long de la clôture. Il ne le disait jamais à voix haute, mais les animaux le faisaient se sentir humain. Le trajet du retour l'emmenait le long de la D940, une longue bande de bitume chaude où tout scintillait sous l'effet de la chaleur. Il avait la fenêtre baissée, la radio éteinte, quand quelque chose sur le bas-côté attira son attention. Un éclair de fourrure fauve, enroulé sur elle-même et immobile. Au début, il pensa que c'était un détritus, mais quelque chose se tordit dans son ventre. Il s'est garé sur le bas-côté. D'abord, il y a eu la puanteur, puis le sang, puis le silence. Un petit chien, pas plus de quelques mois, les pattes liées par du fil de fer rouillé, les côtes saillant sous la peau, le museau couvert de boue séchée et de fourmis. Les mains de Léo tremblaient tandis qu'il s'approchait. Il avait déjà vu des animaux écrasés, mais celui-ci n'était pas mort. Pas encore. Il chercha un battement de cœur. Là, à peine perceptible. Et à cette seconde, alors que le soleil de la Creuse lui brûlait le dos et que le vent lui emplissait la gorge de poussière, Léo Dubois sut, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas tourner les talons. Il voulait être à la hauteur. Léo n'avait jamais eu grand-chose. Ni argent, ni relation, ni même une paire de bottes correctes sans trou. Mais à cet instant, agenouillé dans la poussière, il désirait une chose plus que tout au monde, permettre à cette petite créature de respirer à nouveau librement. Il sortit son couteau de travail de sa ceinture et commença à couper le fil de fer enroulé serré autour des pattes du chiot. Le métal avait mordu la peau en profondeur, de vieilles blessures, pas des récentes. Celui qui avait fait ça se fichait bien que le chien saigne ou meure de faim. C'était peut-être le but. Le chiot gémit, à peine audible. Mais c'était un son. « Tu es encore là », murmura Léo.
C'est bien, mon grand. Il enveloppa le chiot dans sa chemise en flanelle, encore chaude du soleil. Le sang l'imbiba instantanément. Léo versa le reste de son eau dans ses mains et tenta de rincer la boue séchée du museau du chien. Des voitures passèrent. L'une d'elles ralentit, puis accéléra de nouveau. Personne ne s'arrêta. Léo se releva, berçant le chiot contre sa poitrine comme un nouveau-né. Il regarda en arrière vers le chantier, à un bon kilomètre maintenant, puis vers le village, 10 autres kilomètres plus loin. Son téléphone n'avait pas de réseau. Bien sûr que non. Pas ici. Il se mit à marcher. Le soleil lui brûlait la nuque, la sueur lui coulait dans les yeux. Copain, il avait déjà baptisé le chiot dans sa tête, bougeait à peine. Sa tête pendait contre le bras de Léo, trop faible pour la tenir. Un camion klaxonna et passa en trombe. Quelques conducteurs regardèrent, aucun ne ralentit. Après ce qui lui parut une éternité, il vit l'enseigne d'un vieux café de bord de route. À côté, un distributeur automatique rouillé et une cabine téléphonique. Léo courut. Il composa le numéro de la seule clinique vétérinaire qu'il connaissait à 20 minutes de là, à Pierreforte, et supplia qu'on l'aide. On lui dit non. Pas de transport, pas de rendez-vous, pas de vétérinaire sur place. Il raccrocha brutalement. « Tiens bon, copain !» murmura-t-il. « On va trouver une solution. » Derrière le café, dans une remise à moitié ouverte, Léo trouva un peu d'ombre, une vieille couverture et une caisse de bouteilles d'eau périmée. Il y déposa délicatement le chiot, mouilla la couverture et la posa sur lui. Et puis, il resta simplement assis, à regarder, à attendre, à prier. Quand le soleil déclina et que l'air se rafraîchit, Copain se mit à trembler. Sa respiration devint un râle. Ses pattes étaient prises de spasmes. Léo le serra contre lui pendant les crises, les yeux écarquillés d'impuissance. « S'il te plaît, pas comme ça. » Mais personne ne vint, pas de sirène, pas d'aide. Juste le souffle rauque et l'écho de l'espoir de Léo qui s'effritait en silence. La nuit tomba, impitoyable. La remise derrière le café devint plus froide au fil des heures. Léo était assis sur le sol en terre battue, le dos contre le mur, les bras enroulés autour de ses genoux. Copain gisait en boule sur la couverture à côté de lui, respirant faiblement, les yeux mi-clos mais ouverts. Léo vérifiait sans cesse sa poitrine, pour voir si elle bougeait. Toutes les quelques minutes. Juste pour être sûr, « Tu es toujours avec moi », chuchotait-il. Il avait rappelé la clinique vétérinaire. Il n'avait pas répondu. À un moment donné, il avait cessé d'espérer des miracles. Il ouvrit une des bouteilles d'eau périmée et laissa tomber quelques gouttes dans la gueule de Copain. Le chiot ne tressaillit pas, mais il déglutit. C'était suffisant pour faire pleurer Léo, pas bruyamment, pas de manière désordonnée, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues poussiéreuses. Il ne s'était jamais senti aussi en colère. Pas contre le vétérinaire, pas contre les inconnus qu'il avait dépassés sur la route, contre lui-même. Il aurait dû avoir de l'argent. Il aurait dû avoir une voiture. Il aurait dû pouvoir faire plus. « Tu mérites mieux », dit-il doucement. « Tellement mieux !» Le lendemain matin, Léo enveloppa Copain dans une serviette et retourna à pied au chantier. Il avait manqué son service, et il savait ce que cela signifiait. Franck Lambert attendait déjà. « Si tu ne te pointes pas, tu ne travailles pas », aboya Franck. « Et si tu crois que je vais te payer pour hier, tu peux toujours rêver. » Léo ne répondit pas. Il continua simplement à marcher vers la cabane à outils. Copain blottit dans ses bras comme s'il était en verre. Les yeux de Franck se plissèrent. « C'est le même foutu clébard que tu as ramené de la route ? Ouais. Bordel, Dubois, tu perds ton temps. Il est probablement plein de verre et de la rage. Tu vas tomber malade. Laisse-le tomber. » « Je ne l'abandonnerai pas. » Franck s'approcha. « Tu es sur mon chantier. Tu suis mes règles. Si cette bestiole revient ici, je la bute moi-même. » Les mots le frappèrent comme des pierres dans le ventre. Léo ne dit rien. Mais cette nuit-là, il ne ramena pas Copain au café. Il le cacha derrière la remorque du matériel, là où les machines projetaient de longues ombres et où personne ne regardait à deux fois. Il utilisa les restes du déjeuner pour le nourrir. Il remplit un bouchon de bouteille en plastique avec de l'eau. Il lui chuchota des histoires sur le jour où il quitterait cet endroit et ferait quelque chose qui compte. Copain commença à réagir. De petites choses. Une oreille qui se dresse, un faible battement de queue,
Un clin d'œil lent qui disait « Je suis toujours là », mais la paix ne durait jamais longtemps. 3 jours plus tard, Léo arriva tôt et trouva l'endroit vide. Copain avait disparu. Son cœur martela ses côtes. Il chercha dans les remorques, dans les poubelles, dans la cabane à outils, et puis il l'entendit. Un faible jappement plaintif derrière le camion du chef de chantier. Copain était de nouveau attaché, cette fois avec des colliers de serrage en plastique autour des pattes et un chiffon enfoncé dans la gueule. Du sang sur le flanc. Franck était adossé au camion, les bras croisés. « Je t'avais prévenu, Dubois !» Léo ne parla pas, ne scia pas. Il s'agenouilla, les mains tremblantes, et commença à libérer Copain avec la lame de ses clés. Franck cracha dans le gravier. « Tu tiens plus à un clébard qu'à ton propre boulot? Alors vas-y, prends-le, tu es viré !» Léo se releva lentement, Copain de nouveau dans ses bras. « Bien, dit-il. » Il tourna le dos et s'en alla, loin des outils, loin de la paix, loin des gens qui ne comprenaient pas, vers le néant, avec tout ce qu'il possédait. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait au loin et que le ciel prenait la couleur de l'acier meurtri, Léo sut une chose avec certitude. Il n'avait aucun plan. Mais il n'allait pas laisser Copain mourir dans cet endroit. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où la douleur d'un animal vous a semblé plus humaine que le silence de la plupart des gens? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que votre histoire, comme celle de Léo, peut rappeler à quelqu'un que la compassion n'a pas besoin de permission. Parfois, c'est la plus petite des vies qui nous apprend à nous battre pour quelque chose de plus grand. L'orage n'attendit pas. À la tombée de la nuit, Léo était à des kilomètres du chantier, le seul abri en vue étant une grange à moitié effondrée au bord d'un chemin de terre oublié. Il s'y réfugia. Copain serré contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre à cause du froid, de la peur et de quelque chose de plus lourd, l'incertitude. La grange gémissait à chaque rafale de vent. La pluie s'infiltrait par le toit en lignes sinueuses. La poussière se transformait en boue. Léo s'assit sur une pile de vieilles bottes de foin et déposa Copain sur une bâche effilochée, le recouvrant de sa veste. « Tiens bon, mon petit », murmura-t-il. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » Il n'avait pas dormi depuis plus d'une journée. Son estomac était vide, ses mains étaient à vif. Pourtant, il resta éveillé, les yeux rivés sur la poitrine de Copain, guettant chaque soulèvement. Puis, vers minuit, cela arriva. Un tressaillement, subtil, à peine perceptible. Léo se pencha. La patte de Copain avait bougé, il cligna des yeux. Un autre tressaillement. Puis, une petite respiration forcée. « Copain », murmura Léo. Les yeux du chien s'entr'ouvrirent en papillonnant. Voilés, sans focus, mais ouverts. Et puis, incroyablement, Copain bougea la tête. Lentement. Jusqu'à ce que son nez touche le poignet de Léo. Pas une léchouille, pas un aboiement, juste ce petit mouvement délibéré. Léo se figea. C'était comme si quelque chose de sacré s'était produit entre eux, comme si le chien n'était pas seulement vivant, mais conscient, présent, choisissant de rester. Une boule se forma dans la gorge de Léo. Il baissa la tête, posant son front contre celui de Copain. « J'ai cru que je t'avais perdu », murmura-t-il. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les murs de la grange. Mais à l'intérieur, il n'y avait que le son de la respiration et une sorte de paix que Léo n'avait pas connue depuis des années. Il n'avait besoin de personne pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il n'avait besoin ni d'un vétérinaire, ni d'un prêtre. Il le savait tout simplement. Copain avait choisi de se battre, et d'une manière ou d'une autre, Léo aussi. Le jour se leva doucement, filtré par les interstices du toit en pente de la grange. L'orage était passé, laissant le monde détrempé et silencieux. Léo était assis en tailleur près de Copain, les bras enroulés autour de lui pour se réchauffer. Le chiot dormait maintenant profondément, son ventre se soulevant et s'abaissant avec plus de rythme. Plus de tremblements, plus de halètements, juste le sommeil. Un sommeil réparateur. Léo n'avait jamais rien vu d'aussi parfait. Il fouilla dans la grange et trouva un vieux bol en métal. Il le remplit d'eau de pluie recueillie sur un morceau de bâche propre à l'extérieur, le ramena et le posa à côté de Copain.
Quand Copain s'agita et se pencha lentement vers le bol, lapant maladroitement, Léo laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu pendant des heures. « C'est ça, mon grand », murmura-t-il. « Tu y arrives. » Tout au long de la journée, Copain resta calme, mais alerte. Léo utilisa sa propre chemise pour nettoyer à nouveau doucement les blessures. Le saignement s'était arrêté. Le gonflement avait diminué. L'infection n'avait pas gagné. Il partagea une barre de céréales restante, l'émietta en minuscules morceaux, laissant Copain grignoter dans sa main. Ce n'était pas un médicament, mais c'était quelque chose, et plus que cela, c'était de la confiance. Pendant ces heures calmes, Léo parla à Copain comme il ne parlait jamais à personne d'autre, de l'accident de son père, du fait qu'il travaillait depuis l'âge de 14 ans, de la façon dont Nathalie ramenait des chats errants, même quand il n'avait pas de nourriture en trop. « Avant, je pensais que j'arriverais peut-être à m'en sortir, » dit-il d'une voix douce. « Aller à l'école, soigner des animaux comme toi. Mais les rêves deviennent lourds quand on doit toujours soutenir quelqu'un d'autre. » Copain pressa son nez contre la jambe de Léo. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Au coucher du soleil, Léo sut qu'il ne pouvait pas rester là. La grange était trop exposée, trop près de la route. Quelqu'un pourrait passer, quelqu'un comme Franck. Il enveloppa doucement Copain dans un sac en toile de jute, le garnit de foin sec et partit à pied vers le nord, en direction de l'ancienne propriété de son grand-père décédé. Une cabane de chasse, à des kilomètres, intacte depuis des années. Peut-être qu'elle tenait encore debout. La route était mauvaise, le ciel s'assombrissait rapidement. Léo avançait lentement, berçant Copain. Chaque pas faisait mal. Ses jambes lui faisaient mal. Son dos le brûlait, mais il continuait. Juste après le kilomètre 8, des phares apparurent derrière lui. Un pick-up rouge. Léo se jeta sur le bas-côté, le cœur battant. Il le reconnut immédiatement. Le camion de Franck. Le moteur vrombit et passa, puis ralentit, s'arrêta. Léo se figea, se pressant dans les buissons. Le camion recula. Il serra plus fort Copain. Puis, une voix. « Dubois, tu es là, mon gars ?» La voix de Franck. Plus proche maintenant. L'esprit de Léo s'emballa. Il ne pouvait pas distancer un camion, ne pouvait pas se battre contre un homme adulte avec une arme. Il tenait à peine debout. Copain s'agita dans ses bras, respirant fort. Il chuchota « Chut, chut, je suis là !» Et puis il comprit. Il n'était pas en sécurité. Pas encore. Loin de là. Léo ne s'enfuit pas. Ça n'aurait servi à rien. Son corps était à bout, usé par des jours sans sommeil, sans nourriture, sans repos. Ses jambes lui faisaient mal à chaque respiration. Mais ce qui faisait plus mal, c'était la peur dans les petits yeux fatigués de Copain. Alors, au lieu de se cacher, Léo sortit des buissons. Les phares du pick-up rouge le frappèrent en plein dans la poitrine. Franck se tenait près de la portière du conducteur, les bras croisés, l'expression illisible. « Tu te balades vraiment avec ce clébard comme si c'était ton putain de gosse ?» Léo ne répondit pas. Franck s'avança. « Tu crois que ça fait de toi un héros? Tu crois que cette bestiole va te remercier? Regarde-la, elle ne vaut même pas les puces qu'elle a. Ce n'est pas une bestiole, » dit Léo, la voix basse. « Et je ne le fais pas pour être remercié. » Franck cracha dans la poussière. « Tu es pathétique. » Puis il se retourna vers son camion. Pendant une seconde, Léo crut qu'il partait. Mais Franck attrapa derrière le siège et sortit une pelle rouillée. « Je t'avais prévenu, Dubois. Laisse-le. » Léo recula lentement. Copain gémit dans ses bras, sentant le changement de situation. Franck leva la pelle, et c'est là que Léo fit quelque chose d'imprudent, de stupide, de courageux. Il s'interposa entre Copain et la menace. « Non !» Franck cligna des yeux. « Quoi ? Il faudra me passer sur le corps. » Il y jeut un long silence. Puis Franck se mit à rire. « Tu te prendrais une raclée pour un chien ?» Léo ne bougea pas, ne scia pas. « Ouais, je le ferai. » La pelle s'abaissa d'1 centimètre. Franck le fixa pendant un long moment silencieux. Puis, sans un mot, il jeta la pelle dans la benne du camion, monta dans la cabine et claqua la portière. Le moteur rugit. Les pneus crachèrent du gravier. Léo
resta immobile jusqu'à ce que les feux arrière rouges disparaissent dans l'obscurité. Ses genoux fléchirent. Il s'effondra sur le sol, serrant Copain contre sa poitrine, haletant comme quelqu'un qui aurait retenu sa respiration pendant des années. Les larmes vinrent ensuite, chaudes, silencieuses et pleines de tout le poids qu'il avait porté seul. Copain lui lécha le menton, faible mais présent. Sous le ciel étoilé, trempé de sueur et de poussière, quelque chose s'ouvrit entre eux, quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Cette nuit-là, ils atteignirent la cabane. L'endroit tenait à peine debout, fenêtres cassées, toit qui fuyait, mais il y avait 4 murs, et c'était suffisant. Léo fit un feu. Copain se blottit à côté de lui, enveloppé dans des couvertures, faites de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils dormirent, en sécurité, ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Léo ne rêva pas de s'enfuir, il rêva de rester. Le printemps arriva lentement sur les collines. Au moment où les cornouillers fleurirent devant la cabane, Copain marchait seul, toujours en boitant, mais plus fort chaque jour. Il suivait Léo dans la clairière, aboyant après les écureuils, chassant les papillons de nuit, mâchouillant de vieilles bottes. Léo avait rafistolé la cabane. Il avait reçu de l'aide d'un voisin à la retraite qui se souvenait de son grand-père. Les gens apportaient des provisions de temps en temps, de la nourriture, des couvertures, même des livres sur les soins aux animaux. La nouvelle du garçon qui avait tout abandonné pour un chien s'était répandue. Et d'une manière ou d'une autre, les gens s'en souciaient. Un après-midi, un homme d'un lycée professionnel passa avec une brochure et une offre, une formation à temps partiel d'assistant vétérinaire, sans frais de scolarité, juste du travail et du cœur. Léo tint le papier dans ses mains pendant un long moment. « Tu crois que je peux le faire ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à Copain. Le chien remua la queue et éternua. Léo rit. « Ouais, moi aussi. » Il ne dit pas au revoir à la cabane en partant. Il fit simplement ses bagages, souleva Copain dans la benne du camion tapissé de couvertures et regarda les arbres une dernière fois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour recommencer. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Léo, quelqu'un qui a été ignoré, qui a porté plus qu'il n'aurait dû, avec moins qu'il n'en avait besoin. Ou peut-être avez-vous été cette personne. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé un moment où la gentillesse a tout changé, laissez-la vivre un peu plus longtemps. Laissez un commentaire. Partagez votre propre histoire. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous regardez toujours de quelque part, dites-moi, où êtes-vous dans le monde en ce moment? Je veux voir jusqu'où la force de Copain peut voyager. Parce que parfois, ceux qui nous sauvent ne portent pas de cap. Ils ont de la fourrure, et ils nous trouvent quand nous avons presque abandonné.